les premiers hominidés ont quitté leurs arbres pour descendre dans la savane et acquérir au fil des siècles la station et la marche debout. Donc c'était un changement complet de posture. Alors ça n'a l'air de rien et peut-être qu'on n'a pas assez insisté sur les conséquences de ce changement, mais le corps humain s'est modifié et il s'est affiné et le bassin a perdu en largeur, en dimension, ce qui fait que la femme ne pouvait pas porter le bébé jusqu'à terme et qu'il a fallu limiter la gestation à 9 mois. Un bébé humain arrive avant terme si on compare avec l'évolution des grossesses, disons des grossesses pour aller vite, des autres espèces vivantes. Le bassin de la femme qui marche donc désormais debout comme son compagnon, ce bassin était trop petit pour laisser arriver à terme un cerveau de bébé qui serait beaucoup trop grand pour la sortie hors de ce réceptacle. Donc il a fallu que l'espèce au fil des siècles s'adapte à une gestation plus courte qui fait que le bébé arrive au monde avec une maturation de son cerveau qui n'est pas finie du tout. Donc le bébé humain arrive non fini et c'est ce qui, en même temps, il a quand même tout le patrimoine génétique requis, mais il a tout à apprendre et il a donc une période qui n'existe que dans l'espèce humaine, qu'on appelle l'épigénèse, où il va construire pendant encore 7 ans toute une série d'acquisitions fondamentales, dont le langage fait partie, évidemment. Alors, ça donne, la conséquence de toute cette explication, c'est que ça donne une grande ouverture au champ des apprentissages qui était devenu possible à l'humain. L'humain a vu, du fait de cette sortie prématurée du ventre de sa mère, il a eu un horizon de possibles dans les apprentissages qui était multiplié, je ne sais pas si c'est centuplé ou davantage, mais c'était quelque chose de phénoménal parce que, à la différence d'une maturation dans les autres espèces qui se continue dans le fœtus, cette maturation-là va se continuer en face d'un environnement, en présence et sous les effets d'un environnement. C'est-à-dire que, du coup, ça va démultiplier les évolutions, donc des apprentissages, des cultures, des langues, ça va les diversifier, ça va introduire sous l'influence de l'environnement social et naturel, environnement naturel, environnement social, les deux se combinant toujours, ça va introduire un facteur de diversification et d'aléas et qui fait que nous avons eu dans l'histoire humaine au fil des millénaires une floraison de développement culturel et linguistique divergents et diversifiés qui vont se multiplier. Alors cette sortie précoce du fœtus introduit ce facteur de diversification et multiplie les apprentissages, ouvre un champ d'apprentissage énorme, une myriade d'apprentissages, une diversité des profils individuels et naturellement avec cela, cette diversité culturelle à laquelle je viens de faire allusion, culturelle et linguistique bien entendu. Alors ça c'était un petit détour, mais ça insiste bien sur deux facteurs qui est la combinaison très spéciale pour le petit d'homme et de femme, la combinaison spéciale de ces deux facteurs qui sont la précocité et l'environnement. La précocité qui ouvre un champ de possibles et l'environnement qui réalise ce champ de possibles dans telle ou telle direction. Et c'est ainsi que on pourrait, là aussi, pour dire les choses de façon un peu abrupte mais claire, les 100 milliards de neurones ne sont que des potentialités. Et ce que ces potentialités vont devenir
c'est l'environnement social et naturel qui va le déterminer et qui va transformer une part de ses potentialités en réalisation, c'est-à-dire en savoir, en savoir-faire. Alors, donc le langage s'inscrit dans ce contexte que je viens de brosser. Alors, ce test dont je vais vous montrer le transparent s'appelle le test de la tétine électronique. Cette tétine qui est mise en bouche de l'enfant, du bébé, est reliée à un ordinateur qui fait le graphique que vous allez voir. Alors, avant de vous montrer le graphique, 2 mots sur l'âge auquel on peut faire ce test. La seule condition requise pour que le test soit fait, c'est que le bébé puisse garder seul la tétine en bouche, sans l'aide de personne. Donc ça intervient très tôt dans une vie d'enfant. Ça peut intervenir même dès la 2e, la 3e semaine. Le test a été fait sur des milliers d'enfants par des dizaines de laboratoires de psycholinguistique. Et donc il est désormais connu et avéré, confirmé. Pour que le test ait un sens, il faut faire entendre à ce bébé des sons qui ne sont pas les sons des langues de son entourage. Donc, si ce test était fait à Bayonne, ça ne serait ni sur des sons du français, ni du basque, ni de l'occitan, ni de l'espagnol. Ça serait, on prendrait des sons de l'allemand, du japonais, du zoulou, du wolof, des langues exotiques, disons, par rapport à ici. Alors, voici ce que donne le test. Dans la pièce où se trouve le bébé, on diffuse un son par un moyen traditionnel, un magnétophone. On diffuse un son. Dans la fraction de seconde où le son est diffusé, le son d'une langue évidemment, est diffusé, le bébé réagit par une succion plus intense sur la tétine, qui se traduit par ce graphique en clocher qui manifeste donc en quelque sorte sa vigilance accrue par rapport à cet élément nouveau qui est le son qu'il vient de percevoir et auquel il réagit de façon fulgurante et immédiate. Donc il a perçu le son, même si ce n'est pas du tout un son habituel de son environnement. Il réagit par donc une vigilance, peut-être on pourrait aller jusqu'au mot énervement. Il est en tout cas concentré là-dessus et il mâchonne sa tétine et ça donne ce graphique en clocher. Mais ensuite on fait durer le son, on ne l'arrête pas. Et là, l'ennui commence à s'installer, l'habituation fait que la vigilance perd il perd en vigilance, il perd donc en tension, et cette tension ne se traduit plus sur sa tétine que par un relâchement, et donc le graphique s'aplatit de plus en plus, qui correspond à ce relâchement de la succion. Et quand il s'est suffisamment détendu, on diffuse dans les mêmes conditions que précédemment un deuxième son différent, mais peu différent du premier. Et si le premier son était un peu, eh bien là on va diffuser un be. Et donc le bébé va réagir de la même façon, non pas seulement au nouveau son, mais à la différence. Et cette différence, elle est ténue. Et les ténues, ici, dans mon exemple, j'ai opposé une sourde et une sonore, mais ça peut être un haut fermé, un haut ouvert, le haut de peau avec le o de gorge, c'est-à-dire il y a 2 o en français, ils s'écrivent de la même façon, mais en phonologie française, il y a 2 sons qui s'opposent, et donc il peut distinguer un o d'un o, il peut distinguer un on d'un en, il peut distinguer un se d'un che. Il a toutes ces capacités de discrimination auditive dès la naissance. Alors, donc ça a été fait sur des milliers de sons, milliers d'enfants, dizaines de langues, et le test est donc absolument confirmé. Nous arrivons au monde, ce que dit ce test, c'est que nous arrivons au monde avec une oreille universelle. Ce n'est pas encore l'oreille formée à telle ou telle langue. Ce n'est pas une oreille bascophone ou francophone ou germanophone. Non, ce n'est pas ça.
mais c'est déjà une oreille discriminante sur laquelle on va construire les langues. On va construire les langues sur cette capacité de discrimination auditive que nous avons en nous dès la naissance. Donc, nous avons affaire là à une potentialité énorme dont on ne fera finalement pas grand-chose. On ne va pas tirer même pas le 20e, même pas le 100e de cette oreille universelle. Notre oreille, au fil des années, va se transformer en un filtre. Nous allons construire une oreille francophone, bascophone, hispanophone, et nous allons devenir peu à peu des spécialistes de telle ou telle phonologie. Donc nous aurons une langue, deux langues, trois langues, et nous aurons une oreille construite, un filtre construit sur le moule de 7 ou de C, 2, 3 langues, ou de 7 langues uniques si on est monolingue. Donc on a construit un filtre. À l'âge de 9-10 ans, on a déjà une oreille qui n'est plus universelle, mais qui est devenue ethnique ou nationale, et qui est devenue un filtre, qui fait que nous, aujourd'hui, à l'âge où nous sommes tous, nous sommes des malentendants sélectifs. Si nous apprenons demain le russe ou le chinois, nous devons nous soumettre à une rééducation de notre oreille pour entendre les sons du russe ou du chinois, parce que notre oreille, elle est faite sur le français, éventuellement sur le basque, éventuellement sur l'espagnol, mais elle n'est pas faite pour les sons du russe. Et pour apprendre à dire « Zdravstvuyte », il faudra se lever 3 fois de bonne heure avant d'y arriver. Voilà une potentialité du bébé dont on ne tirera pas le parti maximal, et ce n'est pas possible de tirer le parti maximal, parce que nous apprenons une langue, deux langues, éventuellement même 3, en faisant cela, nous nous spécialisons. Le cerveau se spécialise. Et à chaque fois qu'il se spécialise, il élimine d'autres possibilités qui étaient ouvertes, mais qu'on a laissées de côté. En somme, apprendre, c'est éliminer. Apprendre, c'est éliminer. Ce n'est pas seulement dans le cas de la spécialisation sur une ou deux langues, ou 3, c'est aussi dans tous les autres domaines. Le modèle, le prototype, si vous voulez, de l'apprentissage à cet âge-là, et pas seulement en langue, mais surtout en langue, c'est la démarche de l'enfant par approximation successive. Il essaye des tas de choses, aussi bien sur le plan corporel, physique, musical, vocal et linguistique aussi. Il essaye. Alors ce sont les babiles, les premiers enchaînements de mots, les premières tentatives. Il essaye. Et parmi ces essais, il y en a 12 de mauvais, et puis il y en a 1 ou 2 de bons. Et donc c'est à travers ces approximations successives et optimisantes qu'il retient ce qui est bon, ce qui est validé soit par la mère, soit par les effets de son action et de son essai. Donc tout ce qui est validé, il le consolide, il le renforce, il le garde et il élimine le reste. Apprendre, c'est éliminer. Très vite se met en place un processus qu'on appellera, que les neurobiologistes appelleront, la stabilisation synaptique. Alors, ce processus démarre très tôt, c'est-à-dire il y a des neurones qui meurent, ou qui tombent en sommeil, si vous voulez, qui ne seront plus utilisés. Et ce processus s'accélère vers 4-5 ans et se termine donc définitivement à 7 ans. Cette mort neuronale précoce, entre guillemets, parce qu'on ne peut pas tout à fait dire que ça soit une mort neuronale, vous allez voir qu'il y a une exception, j'y reviens dans un instant. Cette mort neuronale précoce est le résultat des apprentissages. C'est-à-dire, plus j'apprends, plus je me fixe sur telle hypothèse ou telle approximation qui était réussie ou telle voie de conceptualisation ou de réalisation psychomotrice. Donc je me spécialise et donc j'élimine les autres essais qui étaient moins bons ou qui étaient complètement erronés. Et donc, au fur et à mesure de cette spécialisation, des neurones qui avaient été sollicités pour rien, en quelque sorte, sont laissés de côté et tombent en désuétude. Seuls sont conservés les neurones et les liaisons synaptiques entre les neurones et les réseaux de synapses
qui ont été validés, confortés par des apprentissages réussis et par des validations par tout ce qui permet de valider, c'est-à-dire la réussite d'une action, l'approbation du père ou de la mère, etc., ou du maître. Donc voilà, c'est ainsi que apprendre, c'est éliminer, et donc c'est aussi éliminer des neurones par paquet de 1000, par paquet de 100 000. Donc à un moment donné, la stabilisation synaptique se termine, et à ce moment-là, on ne sollicitera plus de nouvelles zones neuronales. Pour les futurs apprentissages qui ont lieu après l'âge de 7 ans, on va travailler avec la banque de données qui a été sollicitée et consolidée avant 7 ans, et ensuite on va travailler par association, mise en relation, enrichissement, diversification, mais à l'intérieur de cette banque de données qui est en somme le disque dur qui a été constitué entre 0 et 7 et sur lequel on va construire tout le reste dans tous les domaines, y compris plus tard dans le domaine professionnel, sportif, musical, etc. Il y a un âge où on absorbe tout et où on stabilise les paquets de neurones donc, en fonction des sollicitations. Et on a intérêt à diversifier les sollicitations tout en respectant les rythmes de l'enfant, bien entendu. Langue et langage. Voilà une distinction qui est à la fois usuelle et pourtant mal maîtrisée, un peu floue chez beaucoup. C'est une distinction qui a tout à fait son importance. Alors, d'abord je vous donne la définition, puis ensuite on tournera un petit peu autour de cette définition. La langue, c'est le code du français, le code du basque, le code de l'anglais, etc. C'est donc un système avec ses règles, son lexique, sa phonologie et sa morphosyntaxe. Bon, ça c'est la langue. Le langage, c'est pas à identifier avec tel ou tel code, telle ou telle langue. Le langage, c'est une aptitude générale, transversale donc, qui se construit entre 0 et 7 ans, et qui ne se construira plus après. Si l'âge est raté, c'est définitivement fichu. Mais en revanche, à cet âge-là, on peut construire le langage à la faveur d'un code, ou à la faveur de 2 codes, ou à la faveur de 3 codes même. Et cette construction du langage, c'est la construction d'une compétence ou d'une aptitude, si vous voulez, d'une fonction, on pourrait même dire, qui est à double face. D'un côté, c'est l'aptitude à manipuler les signes pour communiquer. Les signes, ici, ce sont les mots de la langue orale, hein, parce qu'il s'agit toujours de l'oral quand on parle de langue. L'écrit ne vient que plus tard. Dans l'histoire de l'humanité, ça commence hier. L'écrit, c'est 4500 ans, et l'oralité, c'est plusieurs centaines de milliers d'années. Donc, les langues, c'est d'abord de l'oral. L'écrit vient plus tard comme une photocopie qui déforme et qui enrichit en même temps, mais qui est un prolongement de l'oral dans une direction qui va servir beaucoup, mais qui est un prolongement. Donc, il s'agit donc, je reviens à la définition du langage, d'une aptitude à manipuler, en compréhension ou en production, les signes pour la communication. Donc si l'enfant acquiert cette fonction symbolique, sémiotique pour communiquer, c'est parce qu'il en a absolument besoin pour se socialiser. Sa socialisation transite par la maîtrise des fondements de ce système de manipulation de signes pour communiquer. Mais ça, ce n'est qu'une face que je viens de définir. Il y a l'autre face de cette fonction, c'est que cette fonction n'existe que si elle s'inscrit dans les neurones de l'enfant. Donc, il va y avoir 2 aires, principalement 2 aires du langage, qui vont gérer cette fonction, sur lesquelles je reviens tout de suite. Et donc, le langage, c'est une fonction qui n'est pas à identifier exactement avec telle ou telle langue, mais qui est transversale et sous-jacente à tous les apprentissages de langue, et qui va être l'aptitude à utiliser des systèmes de signes
que l'on va inscrire dans des neurones pour communiquer et pour se socialiser. Alors, petit éclairage pour enfoncer le clou, c'est que si, à l'occasion d'un changement professionnel, vous quittez Bayonne pour aller vous installer aux Antipodes, si vous n'y prenez garde, votre enfant qui vous a suivi pour plusieurs années aux Antipodes risque de perdre son français, son basque, etc. Donc la perte porte sur la langue, elle ne porte pas sur le langage, car ce même enfant qui aura perdu la langue va très probablement, certainement même, en l'espace de 8 ou 12 mois, apprendre la langue du nouvel environnement et deviendra hispanophone s'il est à Santiago ou anglophone si vous l'emmenez à Melbourne ou à Auckland. Donc la substitution même d'une nouvelle langue forte, dominante, à sa langue maternelle ou première, ce travail de substitution prouve que la perte n'a porté que sur la langue, mais pas sur le langage. Le langage n'a pas été perdu, il a même été recyclé au service de la nouvelle langue. Et la fonction n'est pas morte, au contraire, elle a servi pour construire une langue nouvelle. Et cette langue nouvelle peut, dans certains cas, prendre la place de la langue maternelle si vous n'y avez pas pris garde, si vous n'avez pas maintenu la pratique. Donc voilà, une langue se perd, le langage, une fois acquis, ne se perd pas. En revanche, ce langage, s'il n'a pas été acquis, il y a quelques cas, pas très nombreux heureusement, mais ça existe, des enfants sauvages qui n'ont pas appris la langue à l'âge du langage, entre 0 et 7. Alors, le cas le plus connu, parce qu'il a donné lieu au film de Truffaut, c'est L'Enfant sauvage, qui est une mise à l'écran très fidèle par Truffaut d'une chronique du XVIIIe siècle, où ce garçon d'une douzaine d'années, d'apparence physique de 12 ans, a été retrouvé par des paysans lors d'une battue en Aveyron, et donc l'Académie des sciences s'étant intéressée à son cas, elle a demandé au docteur Itard, donc ça se passe en 1798, docteur Itard qui donc a existé puisque c'est lui qui a tenu la chronique dont s'inspire Truffaut, lequel d'ailleurs joue le rôle de Itard dans le film lui-même. Donc l'Académie demande à Itard de s'occuper de l'enfant et de l'éduquer. Et donc il entreprend cela et il en tient le cahier journal. Et voilà Itard qui très facilement, très rapidement a initié son petit Victor, ils l'ont baptisé Victor, il était nu et il était sale et il était à quatre pattes, et Victor apprend les habits, l'hygiène corporelle, la station et la marche debout, il grimpe moins aux arbres. Victor avait été retrouvé sans aucun mot d'aucune langue humaine, il poussait des cris au milieu des animaux, et là il a acquis une cinquantaine ou une soixantaine de mots de la vie quotidienne. Alors, et là nous arrivons au cœur même de l'explication sur le langage. Cette maîtrise d'une cinquantaine ou d'une soixantaine de mots, ce n'est pas l'essentiel dans le langage. C'est certes une base indispensable, c'est l'aptitude à combiner les sons pour former les mots d'une langue, ou pour les reconnaître, pour les comprendre ou pour les produire. Donc, combinaison son-mot, les sons pour faire des mots. Ce premier étage n'est pas suffisant pour donner à notre langage toute sa plénitude. C'est un fondement, mais un fondement insuffisant. Et Victor n'ira pas plus loin. Et 200 ans après, on découvre une Américaine dans un placard, Jenny, 13 ans, qui a été abandonnée par des parents bourreaux d'enfants comme un légume dans un placard. Elle a juste de quoi survivre et en tout cas aucune affection, aucune socialisation, pas de langage. Et dans des conditions différentes de Victor, Jenny est aussi privée de tout, hein, on peut dire de tout, sauf peut-être du minimum de survie puisqu'elle a quand même survécu.
Elle est confiée à une linguiste américaine, c'est 200 ans après l'histoire de Victor, et la linguiste américaine, bien que beaucoup plus préparée que n'était Itard 200 ans avant, arrive au même résultat. Elle n'arrive à enseigner, à faire apprendre à Jenny que une cinquantaine ou une soixantaine de mots américains de la vie quotidienne, et ça n'ira pas au-delà. Donc quelque chose se bloque à ce niveau-là, et ça n'est pas suffisant. Si nous n'avions que cette première aptitude à combiner des sons pour former des mots, on ne pourrait pas faire cette conférence aujourd'hui, on ne pourrait pas avoir d'échange et on y serait encore dans 3 ans. C'est que nous avons en commun quelque chose de plus. Et ce quelque chose de plus est automatique. Ce quelque chose de plus, c'est la grammaire que nous avons intériorisée tout petit, avant l'école et avant l'écrit, donc à l'oral et de façon intuitive, par imitation et approximation successive, cette grammaire intériorisée qui fait que ça fonctionne automatiquement, c'est la morphosyntaxe. Elle marche de façon automatique. La mise en phrase, l'ordre des mots, les pluriels, les conjugaisons, les féminins, les masculins, tout ça se met en place et je n'y réfléchis pas quand je parle. Je suis concentré sur ce que j'ai à dire et les mots viennent au service de mon message. Et c'est pareil chez vous en réception en ce moment, où vous ne vous demandez pas si j'ai mis le bon ordre des mots, vous pourriez vous apercevoir d'une distorsion que si je faisais une faute. C'est parce que c'est automatique, très peu conscient, sauf si on fait un lapsus, donc pratiquement inconscient, qu'on est débarrassé de ce travail de mise en forme et que on peut faire fonctionner notre cerveau au bénéfice et au profit du sens et de l'échange de sens. Donc